Déjà, merci à tous d'être venus assister à ce webinaire. Bienvenue. Petite présentation courte. Je suis Wendy Grover, coordinatrice eau et climat au sein de FNE Centre Val de Loire. Et je vais vous faire la première partie de la présentation qui va donc parler de la GEMAPI, sachant que le webinaire auquel vous assistez traite donc de la prévention des inondations et de leurs conséquences grâce à la compétence GEMAPI et à la solution PAPI. Et ensuite, il y aura Sarah Obis qui interviendra pour présenter la solution PAPI. Je la laisserai se présenter elle-même. Entre nos deux présentations, nous ferons une pause si jamais il y a des questions. Et à la fin des deux présentations, bien sûr, vous pourrez ensuite enchaîner sur les questions que vous voudrez. On essaiera d'y répondre au plus près. Voilà tout. Donc, bon webinaire à tous. Mince. Voilà, ça a marché comme ça. D'abord, je vais vous présenter donc la compétence GEMAPI. GEMAPI est un acronyme, pour ceux qui donc ne le sauraient pas, qui signifie gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et on va commencer tout d'abord pour le présenter, parce que ça peut être un peu compliqué et fastidieux, par présenter l'historique de la GEMAPI. La GEMAPI a pris naissance grâce à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, c'est-à-dire la loi MAPTAM, qui a vu le jour le 27 janvier 2014. Elle a créé une compétence qui est exclusive et obligatoire et qui est au profit du bloc communal pour donc la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, c'est-à-dire la GEMAPI. Ensuite, il y a eu la loi NOTRe, c'est-à-dire la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, qui a rendu donc la compétence GEMAPI effective à compter du 1er janvier 2018. Ces deux dispositions ont été complétées par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages le 8 août 2016 et par la loi GEMAPI le 30 décembre 2017, sachant que cette dernière a cherché à adapter le cadre d'exercice de la GEMAPI, mais elle n'a pas modifié ni sa définition, ni son attribution aux intercommunalités. Pendant tout ce temps-là, il y a eu aussi plusieurs décrets d'application et aussi des circulaires qui ont cherché à clarifier la GEMAPI. Pour l'instant, on fait quelque chose d'exhaustif, donc je ne suis pas rentrée dans ce détail-là. Et donc, la compétence GEMAPI a été prise par les communes et les EPCI depuis le 1er janvier 2018. Toutefois, ceux qui voulaient faire par anticipation ont pu prendre la compétence dès la publication de la loi MAPTAM, c'est-à-dire que c'était le 29 janvier 2014. Par contre, les autres personnes morales, comme les départements, les régions, leurs groupements, qui assuraient déjà les missions qui ont été dévolues aux communes en 2018, pouvaient continuer à les exercer jusqu'au transfert de celles-ci aux EPCI au 1er janvier 2020. C'est pour ça que parfois ça peut être un peu... C'est pour ça que j'ai préféré vous faire une frise chronologique, ça peut paraître un peu compliqué. La compétence de GEMAPI, elle est définie par l'article L211-7 du Code de l'environnement. Elle s'articule autour de 4 missions qui sont donc définies par le Code de l'environnement, c'est-à-dire l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un plan d'eau, y compris ses accès, la défense contre les inondations et contre la mer, c'est donc le volet sur lequel on voulait mettre l'accent aujourd'hui, et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que les formations boisées riveraines. Hop là. Mince. Hop là, voilà. Donc, le but du législateur, lorsqu'il a décidé de mettre en place la GEMAPI, c'était de concilier la gestion des milieux aquatiques avec la prévention des inondations, gestion des milieux aquatiques, GEMA, et la prévention des inondations, l'API. Le but c'était d'avoir une cohérence hydrographique à l'échelle des bassins versants et en développant donc des projets qui seraient pluridisciplinaires. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait que la GEMAPI vienne à s'interroger autant à l'échelle locale, désolée, c'est qu'il y a beaucoup d'arrivées en même temps, autant à l'échelle locale
c'est-à-dire pas seulement sur un seul aménagement ou sur un même ouvrage qui soit géré par une seule commune, mais aussi à l'échelle globale, c'est-à-dire au niveau du bassin versant. Le but était de s'interroger donc sur les dépendances latérales, rive droite, rive gauche, et les dépendances oui, amont-aval. Hop là. Donc, le choix qu'a fait le législateur était donc de redonner des compétences aux communes et à l'intercommunalité. Donc, l'échelle a été donnée, donc la gestion, pardon, a été donnée à une échelle qui est plus large, c'est-à-dire celle du bassin versant, comme j'ai dit. Et c'est-à-dire qu'au départ, chaque commune avait elle-même la propre gestion individuellement de sa portion de cours d'eau. Et sauf que le but de la mise en place de la GEMAPI, c'était de gérer le cours d'eau dans sa continuité, de l'amont jusqu'à l'embouchure. Donc, on part du principe en fait qu'une goutte d'eau qui tomberait en amont d'un cours d'eau, oui, arrivera jusqu'à l'aval et que donc il faut assurer la continuité de la rivière et faire preuve d'une certaine réflexion solidaire, amont-aval notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, la compétence GEMAPI, c'est une compétence qui est exclusive et obligatoire et qui a été attribuée aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire ce que vous entendez souvent sous le terme EPCI, FP pour fiscalité propre, généralement en abrégeant EPCI. C'est-à-dire que ça regroupe les communautés de communes, les métropoles, les agglomérations. Et donc, cette compétence a été donnée depuis le 1er janvier 2018, comme je l'ai dit avant, mais il y a des spécificités qui sont qu'elle peut être confiée dans le cas où l'intercommunalité n'est pas forcément l'expertise ou alors les moyens techniques. Elle peut être confiée donc à des syndicats mixtes de rivières, à des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des épages, ou à des établissements publics territoriaux de bassin, des EPTB, par un transfert de compétences. Et pour illustrer, Sarah, qui viendra après, donc, fait partie d'un EPTB qui est l'établissement public Loire. Le transfert de cette compétence a eu pour conséquence que l'EPCI aurait pour conséquence que l'EPCI n'ait plus la compétence. Il deviendrait par contre membre du syndicat mixte, du syndicat auquel il l'a transféré, je veux dire. Et donc, il serait dessaisi de cette compétence et il n'aurait plus non plus sa responsabilité. Par contre, la délégation de la compétence qu'il ferait au syndicat s'appuierait sur une convention qui définirait donc le service qui est attendu pour le syndicat sur une période qui est fixe, enfin qui est donnée. Par contre, les autres collectivités, c'est-à-dire les départements, les régions et les syndicats mixtes, ne sont plus compétents, ceux qui n'ont pas eu donc de délégation de la compétence, pour exécuter les actions de la GEMAPI, sauf dans des exceptions que je vous présenterai juste après. Et les actions qui sont hors GEMAPI, ils peuvent continuer à faire les actions qui sont hors GEMAPI, s'ils conservent les compétences qui leur étaient données avant l'entrée en vigueur donc, de la GEMAPI. Ainsi, le but, pour essayer de faire très très simple, sachant que j'ai essayé de simplifier au mieux possible, qu'est-ce que c'était donc que la GEMAPI? Le but, c'est de clarifier l'exercice des missions existantes, comme je vous l'ai mis sur la phrase en dessous du diaporama, qui sont donc au départ, qui étaient souvent dispersées, en les regroupant en une compétence spécifique intitulée GEMAPI, et en confiant cette compétence à un niveau de collectivité qui soit bien identifié et d'une taille suffisante pour disposer des ressources qui permettent d'assumer la charge donc, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Hop là. Alors, je vous ai dit qu'il y avait quelques exceptions, donc je vais vous les présenter sur le tableau qui est là de façon assez succincte, mais vu que le diaporama vous sera transféré à la suite du webinaire, je me suis dit que ce sera peut-être plus lisible pour ceux qui voudraient pouvoir en disposer. Sachant que donc là, sinon, ça risque d'être un peu indigeste. Mais en fait, donc, il y a eu des modifications, je vous ai dit, au 1er janvier 2018, mais il y en a eu aussi au 1er janvier 2020. À partir de 2018, les communes, les établissements publics, les EPCI à fiscalité propre, ont pris automatiquement la compétence GEMAPI, mais il y a parfois eu donc des modifications, c'est-à-dire qu'à partir de 2020, pour les EPCI, ils ont pu déléguer la compétence entièrement ou partiellement qu'à des syndicats mixtes constitués en EPAGE ou en EPTB, alors qu'au départ, à partir de 2018, ça pouvait être à tous les syndicats mixtes.
sachant qu'en 2018, il y a eu aussi des modifications pour les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts, je vous les montrerai après, où en fait, s'il y avait des membres, des communes qui étaient membres directement du syndicat mixte, et ben dans ce cas-là, le PCI à fiscalité propre pouvait s'y substituer automatiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour tous les types de syndicats, parce que donc il y en a beaucoup. Je vais parler par contre des conseils départementaux et des conseils régionaux qui ont eu donc deux modifications très intéressantes à souligner, je pense, à partir de 2018. C'est intéressant parce qu'après, on va parler du financement et donc ça peut servir pour les gens qui seraient intéressés. Donc, à partir de 2018, les conseils départementaux et les conseils régionaux ont pu conserver la charge des missions qu'ils assuraient avant la mission et ils pouvaient à la rigueur les transférer si jamais il y avait la signature d'une convention. Et à partir de 2020, et pour à nouveau les départements et les régions, il fallait signer une convention avec les EPCI à fiscalité propre qui étaient concernés si jamais ils voulaient continuer à exercer les missions qui étaient antérieures donc, à la GEMAPI ou s'ils adhéraient à un syndicat mixte ouvert exerçant tout ou partie de la GEMAPI. Hop là. Et donc, c'est tout ça pour arriver au point qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est le point des financements. Alors, il y a, outre le budget général, les subventions, les redevances, les communes ou les EPCI peuvent exercer la compétence en matière de GEMAPI. Qui peuvent exercer la compétence en matière de GEMAPI peuvent instituer une taxe qui s'appelle donc la taxe GEMAPI, bingo. Elle peut financer les missions de la GEMAPI. Il faut savoir que c'est une taxe qui est facultative et elle peut être créée et perçue seulement par les communes sur délibération expresse de leur part ou par les substitutions aux communes membres, par les EPCI ou les métropoles. La taxe, elle doit être votée chaque année avant le 1er octobre pour pouvoir être effective à partir du 1er janvier de l'année d'après. Et elle ne peut pas dépasser 40 € par habitant en moyenne qui résiderait sur le territoire de la commune ou de l'EPCI concerné. Il faut savoir que le produit de cette taxe ne peut pas dépasser le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement de la GEMAPI. C'est-à-dire que si jamais les frais prévisionnels pour le fonctionnement de la GEMAPI ou de l'investissement de la GEMAPI est supérieur à 40 € par habitant, eh ben, on peut dans tous les cas pas dépasser ce seuil de 40 €. À l'inverse, s'il est inférieur, eh ben, on ne peut pas aller jusqu'aux 40 €. Il faut que ce soit le plus proche possible du besoin. Parce que du coup, ce produit doit être obligatoirement affecté à la couverture des dépenses relatives à la GEMAPI et il entrera dans le budget de fonctionnement de la commune ou de l'EPCI qui a la compétence. La taxe ne remet pas en cause tous les financements et toutes les subventions qui pourraient être perçues, par exemple les subventions de l'agence de l'eau, les fonds Barnier, et elle est compatible avec la redevance levée par les associations syndicales autorisées. Il faut savoir aussi que donc, cette taxe s'appliquait en 2019, car ce sont les derniers chiffres que j'ai pu trouver, à 439 intercommunalités. Enfin, c'est-à-dire que 439 intercommunalités levaient cette taxe, c'est mieux formulé comme ça. C'est-à-dire que ça représente quand même 35% des communautés et des métropoles en France. Et par contre, je vais vous donner quand même un produit moyen qui est levé, mais c'est assez peu représentatif parce que ça va réellement dépendre des périmètres, des enjeux locaux, etc., etc. Mais le produit moyen était de 8,20 € par habitant. Faut savoir malgré tout que ce chiffre est assez vieux, vu qu'il date de 2019 et qu'il y a eu beaucoup de nouvelles intercommunalités qui se sont ajoutées à la liste des intercommunalités qui lèvent la taxe. Et donc, en 2022, c'est un chiffre qui peut aussi être intéressant, il y avait en tout 16 000 communes qui levaient cette taxe. Voilà tout. Petite information qui peut ensuite servir pour ce qui s'agit du bassin Loire-Bretagne, parce que là, moi, je parle surtout au sujet du bassin Loire-Bretagne qui est le nôtre. Il y a à l'heure actuelle une étude qui cherche à relever quelles sont les intercommunalités qui ont pris la compétence ou ça GEMAPI et de les lier au financement, enfin de les lier à combien ça peut coûter. Elle n'est pas encore sortie parce qu'ils n'ont pas fini, mais ça devrait être au courant de l'année ou de l'année prochaine. Voilà, c'est pour aller plus loin après ce webinaire.
Il faut savoir donc que les subventions des agences de l'eau sont mobilisables pour tous les projets qui concourraient aux objectifs du stage. Ils sont versés en tant qu'aide. Ce sont des subventions pour... vous faites une demande d'aide et c'est une subvention. Par contre, ça doit respecter la réglementation relative à l'eau. Le but, ça doit rentrer dans l'un de ces différents critères qui est soit améliorer les connaissances sur le bassin, soit lutter contre les pollutions, améliorer la qualité ou la quantité de la ressource en eau, préserver les milieux naturels et aquatiques. Là, c'est intéressant pour nous. Et réaliser des études, des travaux, de la gestion d'ouvrages et de la préservation des milieux ou le fonctionnement des services et des structures. C'est-à-dire que tous les projets qui peuvent être en lien avec de la GEMAPI ne sont pas forcément subventionnés. Ce n'est pas dit en tant que tel dans les stages, mais il est intéressant de voir que certains projets peuvent rentrer dans certains types de subventions. Malheureusement, là, je ferai une trop grosse généralité. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a 6 agences de l'eau en France, donc ça dépend à chacune de leurs différentes subventions, mais vous pouvez vous adresser, vous tourner vers chacune d'entre elles selon votre territoire pour savoir si les travaux que vous comptez mettre en place, qui sont en train d'être mis en place sur votre intercommunalité, peuvent faire l'objet d'une subvention. Autre information importante, donc j'avais parlé des fonds Barnier, mais ils seront peut-être un peu mieux présentés par Sarah tout à l'heure, donc je passe pour éviter de faire doublon. Et aussi, vos projets peuvent être financés par des prêts bancaires. À nouveau, là, je vous invite à vous adresser directement à une institution qui saura mieux le conseiller, qui est par exemple la Banque des Territoires, qui pourra vous dire quelles sont donc les possibilités de prêts, de subventions, de financement, oups là, mince, etc., etc. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Hop là, à dire, pardon. Ah oui, et un petit détail qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai présenté tout à l'heure les conseils départementaux et régionaux. Le transfert de la compétence GEMAPI aux intercommunalités ne signifiera pas qu'elles sont les seules qui doivent, pour financer la mission et l'entretien des ouvrages, parce que les interventions des départements ou des régions qui exercent une compétence complémentaire restent autorisées. Donc ça peut être aussi intéressant pour jouer sur les financements. Les missions de la GEMAPI. Alors, la GEMAPI concerne beaucoup de différents volets qui vont être difficiles à présenter de façon succincte, mais ils concernent autant les études de faisabilité en vue de travaux que l'exécution de ces travaux eux-mêmes. Elle concerne aussi les actions de communication et d'information, par exemple liées au risque inondation. Ça concerne enfin la construction de digues ou des aménagements hydrauliques, ainsi que la gestion de ces différents ouvrages. À l'inverse, il y a toutes les actions qui ne relèvent pas de la GEMAPI et toutes les actions qui ne peuvent pas se relier à l'un des 4 exemples que je vous avais dit tout à l'heure qui étaient dans le code de l'environnement, donc l'aménagement d'un bassin, l'entretien ou l'aménagement d'un cours d'eau, canal, plan d'eau, lac, la défense contre les inondations contre la mer ou la protection et restauration de sites, donc ne sont pas considérées comme étant des actions GEMAPI. On appelle ça donc des actions GEMAPiennes, pardon. Et donc, on parle ça d'actions hors GEMAPI. Oups là, à chaque fois, je me trompe, je suis désolée. La mise en œuvre de la compétence GEMAPI n'est pas forcément, au départ, n'a pas été accompagnée d'outils spécifiques. Par contre, il y en a un qui peut être intéressant, qui est lié au stage, et ça s'appelle les socles pour stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau. Et ce sont des outils spécifiques de prévention des inondations. Ils ont été introduits, donc, comme je l'ai dit, au sein des SDAGE. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme, ce sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Et ils ont pour but de renforcer la cohérence hydrographique, les solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire, nécessaires à l'exercice de la compétence GEMAPI. Et aussi, il vise à rationaliser le nombre de syndicats par l'extension de certains périmètres, donc faire que la compétence soit moins spécifique au territoire, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats devenus obsolètes. Je vous invite à trouver ces socles qui sont liés donc à vos âges respectifs sur Internet, sur les liens de vos agences de l'eau à nouveau respectives. Pour ce qui est de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, les textes qui portent sur la création de la GEMAPI et qui n'ont créé comme outil que le socle
donc ne couvre pas souvent des champs qui lient à la fois la GEMA et l'API. C'est pour ça que dans la diapositive que je vous ai présentée, je vous montre quelque chose qui en fait distingue différentes actions qui soient donc soit GEMA, soit PI, parce que c'est assez difficile. Et donc, la compétence doit donc s'insérer dans les dispositifs et outils existants qui sont relatifs à l'eau et au milieu aquatique. Par exemple, les dossiers d'autorisation environnementale ou les déclarations IOTA, les SDAG, les SAGE, les obligations d'entretien et du propriétaire riverain servitude, les servitudes, etc., etc. Mais ça doit aussi se lier, donc, c'est le but de la GEMAPI, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme par les PLU, les SRADET, etc. Mais pour ce qui est de la prévention des inondations et des submersions, la compétence, elle doit concilier le plan de gestion de risque des inondations, les plans de prévention des risques d'inondation, les stratégies locales de gestion du risque d'inondation, les programmes d'action et de prévention des inondations, etc., pour faire que exhaustif. Ah oui, et il faut savoir donc que dans les travaux qui peuvent être entrepris pour la prévention des inondations, les lois ont créé donc des dispositifs propres à certains ouvrages de prévention et de prévention des inondations et des submersions, c'est-à-dire que ça concerne les digues, les systèmes d'endiguement et les aménagements hydrauliques. Il se trouve que pour l'instant, je vais vous faire seulement une brève définition de ces différents travaux parce qu'ils feront l'objet plutôt d'un prochain webinaire parce que ça demande de faire venir des spécialistes et je pense que ce serait plus intéressant encore. Donc, pour vous donner quelques exemples d'actions qui peuvent parler de la prévention, donc qui peuvent s'allier à la prévention des inondations, et ben, je vous ai transmis, enfin, j'ai mis plutôt cette image-là qui est très connue, qui cherche à montrer donc comment une gestion des milieux aquatiques et une prévention des inondations sur l'échelle d'un bassin versant viserait donc à réduire les inondations. On voit que sur cette image, il y a tout un circuit d'eau qui a été fait. On a modifié le profil de l'eau, par exemple, en amont du cours d'eau pour essayer de ralentir son débit. On a mis en place des zones agricoles à côté pour réussir, pareil, à ralentir le débit. On met en place des zones humides pour servir d'expansion de crue, ou alors par exemple des terrains de sport sur cette image, qui sont des endroits où, s'il y a une crue accidentelle, il n'y aurait pas de problème à ce que ce soit inondé. Ensuite, il y a un bras mort, ainsi de suite. Et enfin, des digues qui ne soient pas totalement resserrées contre le cours d'eau à l'intérieur de la ville, mais qui permettent donc, si la crue est plus importante, que ça puisse être tempéré. Voilà, c'est une illustration qui est assez connue de à quoi sert la GEMAPI, c'est-à-dire voir que de l'amont à l'aval, on réussirait à entretenir le cours d'eau pour qu'il ne puisse pas générer d'inondations. Et donc, certains des travaux dont je vous ai parlé précédemment qui peuvent aussi être liés à ça sont donc les digues. Alors, qu'est-ce qu'une digue? C'est un ouvrage qui a été construit ou aménagé en vue de prévenir des inondations et ses submersions. Et donc, elles ont été c'est prévu dans les textes de la GEMAPI. Il y a aussi d'autres projets d'aménagement qui sont, par exemple, les systèmes d'endiguement. Alors là, c'est carrément la réalisation de digues au pluriel qui permettent de protéger une zone entière exposée à un risque d'inondation ou de submersion marine. Et enfin, il y a les aménagements hydrauliques qui seraient donc un ensemble d'ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin ou d'un sous-bassin afin d'éviter le débordement, soit en matière de protection contre les submersions, le ressuyage des venues d'eau provenant de la mer. Ce serait l'idée. Et donc, pour aller plus loin, pour vous présenter, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont envisageables pour faire de la prévention des inondations. Un prochain webinaire sera fait au sujet de ces constructions-là que je viens de vous montrer. Et je vous invite, dans les exemples que je vous ai donnés, j'ai parlé des zones humides. Donc, je vous invite à venir aussi à notre prochaine journée qui, elle, donc, se déroulera le 1er décembre de cette année, de 9h30 à 17h30, et qui aura lieu à Orléans, qui parle donc de la recréation et de la réhabilitation des zones humides, afin donc de voir un autre exemple que je vous ai présenté ici.
Je vous remercie à tous de votre attention. J'espère avoir réussi à être le plus clair possible et le plus concise possible. Et je vous invite à me poser vos questions avant que Sarah vienne faire sa propre intervention. Je vais vous faire une présentation donc, sur la démarche de programme d'action de prévention des inondations. Est-ce qu'on m'entend bien? Déjà, je me suis pas... ouais. Donc l'objectif de ma présentation, c'est d'une part présenter voilà, la démarche et puis essayer de notifier en fait le comment s'intègre cette démarche de programme d'action de prévention des inondations qui était antérieure à la GEMAPI dans aujourd'hui la GEMAPI, cette compétence qui est donc aux EPCI délégués ou non aux EPTB de leur territoire, et donc comment on compose avec ces différentes collectivités et ces différentes compétences. Peut-être tu peux changer parce que je ne peux pas... Du coup, je te le dis, Wendy, ok. Donc, juste pour faire un point sur la gestion du risque inondation en France, quels sont les outils de prévention qui existent, puisque il existe plusieurs outils à des échelles différentes, et voir aussi voilà, dans toutes ces échelles où se localisent finalement les PAPI, donc les programmes d'action de prévention des inondations, que j'appellerai PAPI dans le cadre de cette présentation pour que ce soit plus rapide et plus cohérent. Donc à une échelle européenne, donc la directive inondation de 2007, qui a été donc au niveau français transposée dans les SNGRI, donc les stratégies nationales de gestion du risque inondation, qui elle-même a été transposée à des échelles de bassins hydrographiques via des PGRI, donc des plans de gestion du risque inondation, donc PGRI Loire-Bretagne, ce qui concerne notre territoire. Et sur ces PGRI, donc sur ces plans de gestion du risque inondation, des TRI, territoires à risque important d'inondation, ont été ciblés. Donc il y en a plusieurs sur le bassin, qui peuvent représenter une commune ou plusieurs, à l'échelle d'une agglo, d'une métropole ou non. Et donc, sur ces TRI, des SLGRI, donc des stratégies locales de gestion de risque inondation, ont été mises en place. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une SLGRI? C'est l'identification d'abord d'un diagnostic du territoire, et puis ensuite la mise en œuvre d'actions, en tout cas présélectionner des actions pour ensuite les mettre en œuvre dans l'objectif de réduire la vulnérabilité du territoire au risque d'inondation. Sur ces SLGRI peuvent être déclinés en PAPI, donc en programme d'action de prévention des inondations, sur des territoires qui sont notifiés TRI, territoire à risque d'inondation, ou non. On va voir l'exemple qu'on va développer tout à l'heure, à l'échelle du PAPI de ce territoire, donc le PAPI Cher, Médien et Aval. Tous les territoires, toutes les communes et tous les EPCI ne sont pas couverts, ne sont pas identifiés comme TRI et ne sont pas couverts par des SLGRI, des stratégies locales de gestion des risques inondations. Voilà, c'est beaucoup de strates, mais je pense qu'avec le schéma qui était sur la slide précédente, ça permet d'avoir une vision assez globale des différents outils existants. Tu peux passer, s'il te plaît, merci. Donc, quand on parle de programme d'action de prévention des inondations, donc PAPI, finalement, de quoi on parle? Donc, je vais d'abord définir cet outil, cette démarche, puis un peu expliquer l'historique, parce que les PAPI sont des outils qui ont plus de 20 ans aujourd'hui maintenant en France, et puis ensuite, quels sont l'objectif principal et qu'est-ce qui est pertinent dans le cadre d'une démarche de PAPI, et puis en quoi c'est intéressant pour les collectivités de s'insérer dans ce genre d'outils. Donc on continue avec les acronymes. Donc la mise en œuvre d'un PAPI passe par deux étapes majeures. Donc quand on parle de PAPI, on parle d'une démarche globale qui concrètement se passe sur une dizaine d'années. Donc la première partie de cette démarche PAPI, c'est ce qu'on appelle le programme d'études préalables, donc le PEP, qui lui a une durée maximale de 4 ans,
Et l'objectif vraiment de cette phase primaire, en fait, de cette première phase de la démarche, c'est d'améliorer la connaissance sur le territoire, d'améliorer la connaissance des enjeux du territoire et la mise en place d'études pour, voilà, toujours dans cet objectif d'améliorer la connaissance, la mise en place d'actions concrètes également, sensibilisation par exemple, mise à jour des plans communaux de sauvegarde, voire les plans intercommunaux de sauvegarde maintenant, et puis dans certains cas, des travaux très dérogatoires pour notamment la pose de repères de crues, le cas échéant. Et puis, une fois cette première phase effectuée, de 4 ans, le PEP se transforme en programme d'action de prévention des inondations, donc ce qu'on appelait PAPI complet avant, qu'aujourd'hui on appelle tout simplement PAPI, programme d'action de prévention des inondations, qui là est plus long, puisqu'on est sur une démarche de 6 ans, avec la possibilité d'effectuer des travaux sur les études qui auront été réalisées dans le cadre du PEP et ou de nouvelles études qui peuvent s'intégrer dans le cadre d'un PAPI, avec les mêmes objectifs du PEP, continuer à améliorer la connaissance s'il y a des territoires qui n'ont pas encore une connaissance assez suffisante en termes de risque inondation. Juste par rapport au terme, donc programme d'études préalables, c'est ce qu'on appelait assez récemment des papiers d'intention. Donc peut-être que vous l'avez entendu parler, voilà, ce terme-là. Globalement, c'est la même démarche, c'est simplement le terme qui a changé. Je veux bien que tu passes. Merci. Donc finalement, quand on parle de démarche PAPI, donc une démarche PAPI est portée à l'échelle d'un bassin de risque, donc un bassin hydrographique, et ou à l'échelle de démarche de périmètre administratif, pardon. Donc le dispositif PAPI, l'objectif premier, c'est de mettre en place, je pense que vous l'avez compris, donc d'élaborer un programme d'action qui intègre un diagnostic complet du territoire en termes de risque inondation, dans l'objectif de réduire la vulnérabilité et donc la vulnérabilité d'un territoire en termes d'aléas, d'enjeux, mais aussi de créer une dynamique en fait, d'acteurs autour de la problématique du risque inondation. Donc la démarche PAPI, on va le revoir juste après, mais c'est une démarche nationale, donc qui est déclinée en 7 axes différents, qui traitent donc de différents volets de la prévention des inondations. Donc c'est des axes qui existent en fait au niveau national. Donc les PAPI qui sont portés, par exemple, les PEP ou PAPI qui sont portés dans le sud de la France, par exemple, ou dans le nord de la France, sont calés en fait sur ces axes, sur ces mêmes axes que ici sur le bassin versant de la Loire. Donc le premier axe important, c'est l'amélioration de la connaissance et la conscience du risque, avec donc des actions de sensibilisation, poste de repères de crues par exemple, un recensement des sites de repères de crues et puis poste de repères de crues. Donc l'axe 2, donc on est sur la surveillance, prévision des crues et des inondations. Donc là, surveillance du cours d'eau. On travaille notamment les services de l'État sont associés dans cet axe-là. L'axe 3, on est donc sur de l'alerte et de la gestion de crise, par exemple donc les plans communaux de sauvegarde à l'échelle des communes et puis maintenant les plans intercommunaux de sauvegarde à l'échelle des EPCI, les PICS, donc qui sont devenus obligatoires pour tous les EPCI qui ont au moins une commune avec l'obligation d'avoir un PCS depuis novembre 2021. Donc, ce type d'actions peuvent être intégrées dans le cadre de PAPI et financées, en tout cas à l'échelle du bassin versant de la Loire, dans le cadre de dispositifs PAPI. Donc, l'axe 4, l'objectif, c'est la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, notamment dans les SCOT, les PLU, PLUI, par exemple, même si, à partir du moment où on est sur des territoires où il y a un PPRI, le PPRI doit être annexé de toute façon à ces outils d'urbanisme, mais l'objectif c'est vraiment d'informer, de créer une dynamique, d'informer aussi
des, des acteurs de l'urbanisme et puis des acteurs aussi de l'immobilier, par exemple. Donc l'axe 5, on est sur la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, donc notamment des biens déjà existants. Par exemple, dans le cadre de PEP et de PAPI, il peut y avoir des financements pour faire un diagnostic habitat. Alors ça peut aussi être sur des bâtiments publics, les entreprises, etc. Mais prenons l'exemple aujourd'hui de l'habitat, où donc les propriétaires réalisent des diagnostics avec l'appui technique du porteur de PAPI, des diagnostics pour réduire, en fait, pour connaître d'une part la vulnérabilité de leur habitat, et puis ensuite d'avoir un plan d'action pour réduire la vulnérabilité de leur habitation, et puis ensuite de transformer ces diagnostics en travaux, le cas échéant, travaux qui sont également pour les propriétaires financés par le SPNRM dans le cadre de démarches PAPI. Et puis les deux derniers axes, donc la gestion des écoulements, donc l'axe 6, où c'est l'axe où vraiment en fait, on arrive à faire le lien, j'ai envie de dire, entre l'AGEMA et l'API, puisque le PAPI, on est beaucoup plus sur le volet PI de l'AGEMA-PI, sur le volet prévention des inondations, puisque notamment dans cet axe-là, il peut y avoir des études sur les ZEC, sur les zones d'expansion de crues, qui peuvent être financées dans le cadre de PAPI, études et puis travaux lors d'un PAPI complet, la deuxième phase du PAPI. Donc voilà, si dans le cadre d'aménagement de ZEC, d'études de ZEC, on intègre la question des solutions fondées sur la nature notamment, puisque une ZEC n'est pas forcément... Voilà, le volet solutions fondées sur la nature n'est pas forcément intégré dans le cadre d'une ZEC, mais en tout cas, ça tend à l'être de plus en plus. Là, c'est intéressant, puisque la question de la GEMA et de la PI sont fusionnées, et donc on répond aussi à l'intérêt de la GEMAPI. Et puis l'axe 7, où on est là sur la protection des ouvrages hydrauliques avec des études et ou des travaux dans le cadre d'un PAPI complet. Donc, dans le cadre, donc l'établissement public Loire porte plusieurs PAPI à l'échelle du bassin versant de la Loire. Et donc, tous les périmètres ont été aménagés, ont été proposés dans le cadre de concertation avec les collectivités concernées, puisqu'on va le voir après, pour les PEP-PAPI que porte l'établissement Public Loire. L'établissement travaille en collaboration avec les acteurs du territoire, donc syndicats et EPCI, syndicats de rivière et EPCI, et dans une logique donc, hydrographique amont-aval aussi, pour avoir voilà, d'une part une solidarité amont-aval, et puis avoir aussi une cohérence à l'échelle d'un sous-bassin et ou d'un bassin versant, et puis également par rapport à d'autres programmes, puisque les PEP, PAPI s'intègrent, enfin se coordonnent en fait avec d'autres programmes, notamment par exemple les sages sur des territoires. Tu peux passer Wendy, s'il te plaît. Merci. Donc un point historique pour notifier que ces démarches-là existent depuis un certain temps en France. On est en 2022, donc les PAPI fêtent leurs 20 ans cette année. Donc on est à la 3e génération aujourd'hui de PAPI. Donc la première génération date de 2002, donc notamment suite aux crues torrentielles qu'il y a eu entre 1999 et 2002 dans le sud de la France. Initialement, en fait, les PAPI étaient très localisés dans le sud de la France, mais très vite, ça s'est généralisé à l'échelle nationale, parce que les risques d'inondation ne sont pas localisés uniquement dans le sud de la France. Et donc, c'est des démarches qui rapidement ont été saisies par les collectivités, parce que entre 2003 et 2009, plus de 50 PAPI ont été recensés à l'échelle nationale. Donc en 2011, une deuxième génération de PAPI a vu le jour, notamment suite à la tempête Xynthia. Donc voilà, cette deuxième génération de PAPI était plus avancée que la première, et notamment aussi c'est saisi en fait des retours d'expérience qui avaient été recensés depuis donc 2002, les premiers PAPI. Et puis,
En 2017, donc la troisième génération de PAPI a été élaborée. Aujourd'hui, on est toujours dans cette troisième génération de PAPI, avec une évolution des cahiers des charges, mais toujours dans cahier des charges PAPI 3. Et donc, ce volet-là, cette troisième génération de PAPI a été élaborée dans un contexte de mise en œuvre de la GEMAPI, puisque ça correspond en fait à ce que disait Wendy tout à l'heure en termes de temporalité et en termes de loi au niveau national. Donc, le présent cahier des charges, puisque aujourd'hui on est au cahier des charges PAPI 3 2021, peut-être a priori, il y aura une révision prochaine du cahier des charges. L'objectif de ce cahier des charges, c'est donc, ça s'inscrit toujours dans une logique de résilience, en fait, d'amélioration de la connaissance et de résilience des territoires à l'échelle nationale et puis beaucoup plus locale à l'échelle d'un bassin de risque. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc l'établissement Puy-Loire porte plusieurs PAPI et puis plusieurs PEP. Donc, une cartographie a été, vous pouvez voir sur le diaporama. Et donc, aujourd'hui, l'établissement porte deux PAPI, un sur le Val d'Authion et Val-de-Loire, et puis un sur les Val-de-Loire, Nièvre et le Cher et le Génois. Le PAPI Nièvre, Cher, Génois. Et puis 4 PEP, un sur le Loir, un sur à Vichy, à l'échelle de Vichy, communauté, et un peu plus élargi que Vichy communauté, et puis 2 à l'échelle du bassin versant du Cher, un sur l'amont, Montluçon, Cher-Amont, et puis un sur le territoire qu'on appelle PEP, Cher, Méditerranée, Aval, qu'on va évoquer juste après. Est-ce que tu peux changer, Wendy? Merci. Donc, quel est l'objectif finalement de ce genre de programme, et quel est l'intérêt pour les collectivités de s'insérer dans ce type d'outils? Donc, la prévention des inondations, l'objectif en fait de la prévention des inondations se décline à l'échelle nationale autour de 3 objectifs. Donc, d'une part, augmenter la sécurité des populations exposées, stabiliser à court terme, et puis les réduire dans des moyens, voire long terme, les coûts des dommages engendrés par les inondations. Coûts financiers et matériels et le cas échéant peut-être humain aussi. Et puis également l'intérêt, c'est de permettre aux collectivités de raccourcir en fait le délai de retour à la normale suite à une crue, et ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, et puis permettre à la population aussi de pouvoir être plus résilient. Donc ces objectifs-là, les différents axes des PAPI répondent à ces 3 objectifs majeurs, sous différentes formes, sous différentes actions, mais pour avoir in fine ensuite des objectifs, les 3 objectifs évoqués, d'avoir un territoire plus résilient. Donc, l'intérêt aussi pour les collectivités de s'intégrer dans ce type d'action, donc c'est promouvoir en fait une gestion intégrée, aussi l'intérêt global en fait d'un PAPI, c'est promouvoir une gestion intégrée du risque inondation à l'échelle d'un bassin de risque, et in fine réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Et l'intérêt en fait de ce type d'action, de ce type d'outils également, c'est de travailler sur des territoires, sur différents volets, sur des territoires plus ou moins importants, ça dépend les démarches en cours, sur différents volets, donc sensibilisation, prévention, prévision, protection, avec différents acteurs, puisque aujourd'hui la GEMAPI et le volet PI en fait constituent une partie de la politique de la prévention du risque inondation, mais c'est important de travailler avec différents, voire tous les acteurs en fait d'un territoire concerné par le risque inondation, notamment par exemple les PCS ou les PICS qui sont la gestion de crise, aujourd'hui ne sont pas intégrés dans la question de la GEMAPI. Néanmoins, c'est important de traiter ces sujets-là quand on veut réduire la vulnérabilité d'un territoire, puisque avoir une gestion de crise efficiente, c'est aussi réduire les risques
des risques humains, en fait, en cas d'inondation. Et puis aussi, ce qui regroupe un peu avec ce que je viens d'évoquer, c'est la mise en place d'un réseau d'acteurs pour lutter contre le risque inondation à l'échelle d'un territoire, puisque s'intégrer dans des actions de sensibilisation, par exemple, ça permet d'une part de sensibiliser les élus, mais aussi de sensibiliser le jeune public, par exemple, sur le risque inondation, et puis le citoyen, en fait, hein, de façon beaucoup plus large, qui permet d'avoir une connaissance du risque, puisque aujourd'hui, sur certains territoires, la population n'est pas forcément conscient qu'elle vit en zone inondable, des risques, enfin des actions à faire aussi en cas de risque d'inondation. Donc tout ce qui est voilà, le volet sensibilisation est très important dans les programmes d'action de prévention des inondations. Et ce volet-là s'insère aussi via la différence, enfin, les échanges avec différents acteurs du territoire. Ouais. Donc l'intérêt aussi et l'objectif et l'intérêt principal, j'ai envie de dire, pour les collectivités, de s'intégrer dans ce type de programme, d'outils, c'est qu'aujourd'hui, les PEP, enfin les PEP et les PAPI, de façon plus simple, constituent l'unique voie d'accès, en fait, pour avoir des financements sur le bassin de la Loire de l'État et de l'Europe via le FEDER, pour mettre en œuvre des actions de prévention des inondations. Puisque si un territoire n'est pas intégré dans une démarche PAPI, aujourd'hui, sauf cas très exceptionnel, il n'y a pas de financement pour exercer, en fait, d'une part SAPI, et puis d'aller plus loin en termes de sensibilisation, gestion de crise, etc. Donc les financements sont doubles dans le cadre des PAPI sur le bassin versant de la Loire. En tout cas, donc la contribution de l'État via le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le FPNRM, donc l'ancien fonds Barnier, qu'on utilise encore comme fonds Barnier. Donc, vous avez peut-être entendu parler, entendu ces deux termes-là. Et puis la contribution de l'Europe également, puisque via le FEDER, les actions du PEP, alors voilà, sur différentes proportions, mais sont financées par le FEDER. Et donc, sauf sur certaines actions, mais en général, les actions sont financées pour les collectivités à hauteur de 80%, avec un reste à charge de 20%, donc ce qui est relativement intéressant et ce qui permet la mise en place d'actions concrètes sur le territoire pour sensibiliser, améliorer la connaissance et puis permettre en fait une plus grande résilience des territoires aux inondations. Donc maintenant, on va prendre l'exemple d'un PEP qui est en cours de construction, donc sur le bassin versant du Cher. Donc finalement, voilà, l'intérêt de prendre cet exemple-là, c'était de montrer un petit peu comment en fait ces PAPI émergent sur un territoire. Là, c'est cet exemple-là. Je suis persuadée qu'à l'échelle même du bassin et puis à l'échelle nationale, ça varie en fonction des territoires, mais peut-être ce sera aussi l'intérêt d'échanger suite à la présentation sur s'il y a des porteurs de papier ou bien des élus ou des acteurs qui ont été dans le cadre d'un PAPI, de pouvoir faire des retours d'expérience. Donc sur le bassin versant du Cher, à l'échelle du bassin versant du Cher, ce qui a impulsé, outre la dynamique nationale, c'est vraiment les inondations de 2016, qui ont lieu sur la rivière Cher, mais notamment sur les affluents, puisque sur la Sauldre, par exemple, il y a eu des débordements importants et puis des dommages également
important. Donc suite à ça, donc les SAGE, donc les schémas d'aménagement gestion des eaux, ont inscrit en fait dans leur cahier des charges d'améliorer la connaissance en termes de risque inondation à l'échelle du bassin versant du bassin versant du Cher. Donc voilà, on travaille aussi en fait dans le cadre des PAPI en collaboration avec les porteurs des SAGE et les SAGE sur le territoire, puisqu'en fait les acteurs sont relativement proches et c'est important de travailler sur les actions de façon conjointe. Donc suite à ça, donc une étude a été menée entre 2019 et 2021. Donc l'étude 3 Péchères, peut-être que si certains des acteurs étaient sur le territoire, vous aviez été conviés à des réunions de restitution, etc. Donc l'objectif de cette étude, c'était vraiment d'une part de recenser en fait la connaissance à l'échelle du bassin versant du Cher, de recenser premièrement les PPRI, donc qui sont les zonages réglementaires des zones inondables, de recenser aussi la connaissance locale, de recenser aussi les AZI, donc les atlas des zones inondables, et puis ensuite, à partir du recensement en fait, de toutes ces données, faire tourner un modèle hydraulique sur le Cher et une partie de ses affluents. Le modèle hydraulique ne recouvre pas tous les affluents du bassin, mais une grande partie des affluents, pour pouvoir, à l'issue en fait, de cette étude, recenser les différents enjeux en termes de risque inondation présents sur le territoire, notamment la population en zone inondable, pour 3 types de crues, donc une crue fréquente, une crue moyenne et une crue exceptionnelle, pour recenser les emplois en zone inondable, recenser également les patrimoines culturels en zone inondable, etc., pour avoir une cartographie en fait, des enjeux de ce territoire en termes de risque inondation. Donc, suite à cette étude, en concertation avec les acteurs locaux, donc l'étude a été portée par l'établissement Public Loire, et donc l'établissement Public Loire, en concertation avec les acteurs locaux, a proposé 2 périmètres de PEP, donc, puisque là on est dans une première partie en fait, donc on est dans un PEP, donc un programme d'études préalable, parce que un PEP à l'échelle du bassin, au vu des enjeux, c'était trop important. Donc ce découpage a été proposé par rapport à une question hydrographique, et puis aussi par rapport au découpage des EPCI, par rapport à un découpage administratif, pour éviter que des EPCI se retrouvent sur deux territoires, et donc complexifier la mise en œuvre de ce PEP, l'élaboration du PEP d'une part, et puis ensuite la mise en œuvre du PEP. Et donc, ce qui est intéressant sur ce territoire-là, c'est que le PEP le périmètre du PEP est plus important que les territoires, les TRI, donc les territoires à risque inondation, à risque important, pardon, et plus large que les SLGRI, donc les stratégies locales de gestion du risque inondation, pour donc permettre en fait un plus grand nombre de collectivités, puisque notamment sur ce territoire, l'étude a montré qu'il y avait des territoires qui n'étaient pas couverts qui n'étaient pas sur un TRRI et qui n'étaient pas couverts par une SLGRI, mais où les risques existaient bien et où les risques ont été relevés. Donc permettre en fait à un plus grand nombre de collectivités de s'intégrer dans cette démarche PEP-PAPI, et donc d'obtenir aussi des financements qu'ils n'auraient pas eu si le PEP avait été à une échelle beaucoup plus localisée, uniquement sur les SLGRI. Donc, pour mettre en place un PEP, un PAPI, donc il faut répondre donc au cahier des charges national, il faut suivre le cahier des charges national puisque on est donc sur un cahier des charges national, et donc pour ça, à l'échelle du PEP Cher-Méditerranée-Aval et le PEP sur l'amont aussi du bassin Montluçon-Cher-Amont, qu'on appelle PEP Montluçon-Cher-Amont, une lettre d'intention a été envoyée par l'établissement Public Loire, donc porteur de la démarche de PEP Cher-Méditerranée-Aval, à Madame la préfète coordonnatrice de bassin, pour valider en fait la démarche et donc répondre aux exigences du cahier des charges. Donc suite à ça, la préfète a validé les 2 périmètres de PEP.
Et donc, depuis la validation des périmètres, l'établissement Puy-Cloire construit avec les acteurs locaux, donc EPCI et syndicats, puisque, comme je le disais tout à l'heure, donc même si on est sur des territoires où la compétence a majoritairement, ou en tout cas de façon importante, été déléguée au syndicat de rivière sur le territoire, la compétence GEMAPI, soit GEMA, soit PI, mais là en l'occurrence la compétence GEMAPI, c'est important de travailler avec les EPCI du territoire, notamment pour le volet gestion de crise, PCS et PICS que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi avec les différents services de l'État, puisque les différents services de l'État peuvent porter ou du moins être en appui technique de certaines actions qui seront mises en place sur ce territoire-là, et puis voire même avec les conseils départementaux pour notamment sur un autre PAPI, les conseils départementaux, un autre PAPI porté par l'établissement Puy-Cloire, les conseils départementaux peuvent s'intégrer dans la démarche de PEP pour des actions de plan de continuité d'activité des routes en cas de risque d'inondation, par exemple. Donc, on a un panel d'acteurs, finalement, pour que, in fine, l'objectif, c'est qu'à l'échelle de ce périmètre-là, on puisse avoir des actions et que ce territoire, lors de la prochaine crue, soit résilient et éviter au maximum les dommages financiers, évidemment, mais les dommages humains aussi, évidemment. Donc, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse mon contact si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter. Et puis peut-être si vous avez des questions, des remarques ou voire même des retours d'expérience, je pense que ça peut être intéressant d'échanger sur ces sujets-là. Merci.